Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Au menu de cette 25e semaine de 2024, la vie de l'Union se concentre sur le sommet européen qui décide de la répartition des postes importants de l'Union, de la recomposition au Parlement européen qui se poursuit, de la guerre en Ukraine et des potentielles sanctions à l'encontre d'Apple. Dans le club des 27, la Slovaquie poursuit sa dérive autoritaire, la Pologne veut muscler sa défense, la Hongrie veut faire la guerre à Transparency International, Barcelone s'attaque aux locations à courte durée et le Danemark va devenir le premier pays au monde à taxer les émissions de CO2 agricoles. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine et la Moldavie démarrent officiellement leur chemin vers l'Union. Julian Assange sort en fin de détention au Royaume-Uni et la Géorgie s'attaque aux droits LGBT et voit sa candidature à l'Union suspendue. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Parlement européen. Les groupes se forment et les orientations se dégagent. Depuis le 10 juin, les discussions vont bon train pour que le Parlement européen puisse dévoiler son paysage politique consolidé post-élection. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, le groupe des conservateurs et réformistes européens est passé devant Renew Europe, devenant ainsi le troisième groupe parlementaire européen. Le groupe CRE commence doucement à avoir de l'influence et la tentation pour le PPE de convaincre certains membres de la droite très conservatrice est forte. Le ministre des Affaires étrangères italien et ancien président de la Chambre européenne, Antonio Tajani, membre de Forza Italia et donc du PPE, a indiqué qu'il préférait s'allier à CRE qu'au Vert. La division au sein du PPE concernant Ursula von der Leyen pourrait la pousser à élargir ses soutiens, mais aller chercher le soutien de CRE coûterait des voix à gauche. Concernant l'ultra-droite, l'AfD tente de créer le groupe dit des souverainistes. Ils ont fait part de leur volonté de réserver des salles pour une réunion de fondation au Parlement européen. Mais rien n'indiquait cette semaine qu'ils aient pu atteindre le double seuil de 25 députés européens et de 7 pays représentés. Les pro-russes de Vazrajdane en Bulgarie, les Espagnols antisystèmes de Se Acabó la Fiesta, les pro-russes hongrois de Notre Patrie, SOS Roumanie ou encore NIR de la Grèce, seraient potentiellement intéressés. Il se dit même que Sarah Knafo de Reconquête pourrait rejoindre ce groupe. Mais la création même de ce groupe fait débat au sein de l'AfD, qui redoute de s'ostraciser avec des ultra-radicaux. Concernant Renew, Valérie Ayé conserve la présidence du groupe parlementaire, profitant de divisions internes au sein du parti centriste de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, la LDE. La LDE souhaitait une alternance de président de groupe. Le Parti des démocrates européens sort encore une fois gagnant. Une élection qui permet à Emmanuel Macron de garder une influence sur le jeu politique européen, malgré le net recul de son parti dans les urnes en France. Mais l'élection de Valérie Ayé pourrait poser problème lors des nominations dans les commissions pour Renew, et notamment pour Pascal Canfin, qui brigue un deuxième mandat à la tête de la commission environnement du Parlement européen. Conseil européen. Accord sur les nominations d'Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Kaja Kallas. Le sommet européen des 20 et 21 juin avait plusieurs sujets sur la table. La guerre en Ukraine, le déclenchement des procédures de négociation d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie, l'aide à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie et la Chine. Tous ces sujets seront abordés plus tard dans le podcast. Mais ce qui compte pour les institutions, c'est la nomination des top jobs pour la Commission européenne, le Conseil européen et le poste de haut représentant. Lors du sommet informel du 17 juin, 3 noms se dégageaient. Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Kaja Kallas. Pour Roberta Metsola, le consensus semblait déjà être important pour la présidence du Parlement européen. Malgré des résultats qui ont montré une forte progression de l'extrême droite lors de ces élections, le bloc central, constitué de SND, de Renew et du PPE, se sont mis d'accord sur les 3 noms. Une façon de faire qui a frustré Giorgia Meloni et Viktor Orban, tenus à l'écart de la prise de décision,
parlant d'oligarchie et d'accords honteux. D'autres ont été plus discrets sur leur frustration, regrettant que l'accord ait été ficelé très vite par 6 États membres. Pour que la nomination soit validée, il faut obtenir l'aval d'au moins 15 pays, représentant 65% de la population européenne. C'est donc ainsi que Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas et Roberta Metsola ont été approuvés vendredi 28 juin. Mais c'est encore loin d'être terminé. Le bras de fer avec Giorgia Meloni et Viktor Orban a de fortes chances de continuer. Il faut désormais adopter les priorités du mandat et que les États membres nomment leurs commissaires européens. Les priorités devront être adoptées à l'unanimité, autant dire que ce deuxième round de négociations s'annonce âpre. Aussi, Ursula von der Leyen devra avoir la majorité absolue, c'est-à-dire obtenir au moins 361 votes au Parlement européen, pour pouvoir obtenir son second mandat à la tête de la Commission. Même si le bloc central, composé des socialistes, des libéraux et des chrétiens démocrates, a raflé 399 sièges, il y a certains partis nationaux qui ont exprimé leur divergence vis-à-vis de la réélection d'Ursula von der Leyen, comme par exemple les Républicains en France, qui lui reprochent d'être trop immigrationniste et d'avoir trop cédé aux écologistes. Nous aurons la réponse le 11 juillet, jour du vote de confirmation au Parlement européen. Et si elle n'obtient pas le soutien de l'hémicycle, le Conseil européen devra proposer un nouveau candidat ou une nouvelle candidate. Kaja Kallas devra passer les auditions auprès du Parlement européen comme tous les autres candidats à la Commission européenne et devra être approuvé en bloc avec les 26 autres commissaires. Pour Antonio Costa, il n'y a pas d'autre procédure à suivre et pour Roberta Metsola, ce sera au Parlement européen de l'élire. Guerre en Ukraine, l'aide à l'Ukraine votée et un premier paquet de sanctions qui touche la Chine. Lundi 24 juin, les 27 se sont mis d'accord pour l'envoi d'une aide d'1,4 milliard d'euros à l'Ukraine. Ces fonds sont le fruit des intérêts générés par les avoirs gelés russes. Ces fonds seront destinés à l'aide militaire à l'Ukraine. La Hongrie souhaitait s'y opposer, mais par une pirouette juridique, le Conseil de l'UE a pu éviter que la Hongrie participe au vote. Comme les traités le permettent, le Conseil peut exclure du vote les pays qui ont déjà annoncé ne pas vouloir participer à un projet. En l'occurrence, la Hongrie s'était déjà opposée à l'utilisation des avoirs gelés russes. Le traité permet de l'en exempter de la mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, prétend que cette action enfreint les traités européens. Ces 1,4 milliard d'euros font partie d'une enveloppe plus large de 2,5 milliards d'euros provenant des bénéfices exceptionnels. Toujours le lundi 24 juin, 19 entreprises chinoises ont été ajoutées à la liste des entreprises sous sanction dans le cadre de la guerre en Ukraine. Parmi les plus influentes, il y a la Beijing Yunzhe Technology Company, qui avait vendu 2 satellites d'observation au groupe paramilitaire Wagner en novembre 2022. L'Union européenne accuse des entreprises chinoises d'alimenter la machine de guerre russe. Outre les entreprises chinoises, il y a aussi des entreprises turques, kirghizes, indiennes, kazakhs et émiraties. L'Union européenne tente aussi de contenir les contournements des sanctions en punissant des États tiers qui permettent à la Russie de se fournir des produits européens. Numérique. L'enquête de la Commission conclut à une infraction au DMA par Apple. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Apple était soupçonné de profiter d'une position dominante sur le marché des applications numériques, notamment sur son magasin d'applications, l'App Store. L'enquête préliminaire de la Commission indique qu'Apple enfreint les règles du Digital Market Act. Si les conclusions venaient à confirmer l'enquête préliminaire, elle l'annoncera d'ici le 25 mars 2025. Le grief fait à Apple est qu'elle ne donnerait pas les mêmes chances aux autres développeurs qu'à ses produits en contraignant fortement les développeurs tiers, notamment sur le renvoi à d'autres offres du développeur et sur l'exposition de ceux-ci aux consommateurs. L'impossibilité de communiquer de la même manière avec les consommateurs est un abus de position dominante,
puisqu'Apple est considéré comme un contrôleur d'accès, autant pour les consommateurs d'Apple qui ne peuvent passer que par l'App Store pour télécharger des applications, que pour les développeurs qui ne peuvent passer que par là pour atteindre les consommateurs d'Apple. Le fait qu'Apple demande une redevance aux développeurs est aussi un frein concurrentiel et un avantage indu, tout autant que la commission qu'Apple perçoit sur les téléchargements. Apple pourrait bien avoir à payer une amende conséquente équivalente à 10% de son chiffre d'affaires mondial, 20% pour les infractions répétées. C'est la troisième enquête pour infraction au DMA pour Apple cette année. Passons désormais au club des 27. Slovaquie, dérive autoritaire accélérée de Bratislava. Après la réforme du code pénal pour sortir Robert Fico de la nasse des affaires de corruption liées à la mafia italienne, après le démantèlement de la radio-télévision publique qui suit son cours et la réforme de la justice qui va faire du pouvoir judiciaire un pouvoir aux ordres de l'exécutif, le gouvernement Fico a adopté jeudi 27 juin la Lex Assassination. Cette loi, qui doit entrer en vigueur le 15 juillet, interdit les rassemblements s'ils sont à proximité du domicile de la personne dont la fonction ou la profession est liée au rassemblement, ou bien si la manifestation représente un danger de violence. Une loi qui fait étrangement penser à la loi russe, qui a été adoptée après la présidentielle de 2011, début du troisième mandat présidentiel de Vladimir Poutine, pour faire disparaître les manifestations massives contre sa réélection. Depuis, les manifestations de l'opposition russe sont automatiquement interdites et réprimées. Aussi, la Lex Assassination assure au président du Parlement et au Premier ministre un logement fourni par le ministère de l'Intérieur tout équipé et aurait droit à un salaire et des gardes du corps à vie. Robert Fico pourra donc jouir de tels droits puisqu'il en est à son troisième mandat actuellement. Du personnel de sécurité sera aussi attribué aux dirigeants des partis parlementaires, au président de la Cour constitutionnelle et au procureur général. En parallèle, les policiers de l'Agence nationale contre le crime, les plus à même d'incriminer Robert Fico sur des affaires de corruption, sont renvoyés, tout comme les juges et le procureur général. Le directeur de la radio-télévision publique a été démis pour un proche du pouvoir. Les employés démissionnent un par un. Robert Fico est bien décidé à avoir des administrations qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Pareil dans les milieux culturels comme à la Kunsthalle de Bratislava. Hongrie, le gouvernement s'attaque à Transparency International. C'est le premier coup d'une toute nouvelle agence mise en place par le gouvernement, le Bureau de protection de la souveraineté. Un bureau conçu pour, je cite, prévenir les interférences étrangères. Transparency International dit avoir reçu, mardi 25 juin, une notification d'investigation approfondie avec le site d'investigation Atlazzo. Le bureau accuse l'association anticorruption de mener des activités subventionnées par des subventions étrangères et de nature à influencer les décisions des électeurs. Transparency International a 30 jours pour répondre à 62 questions. L'association n'a aucun doute sur le fait que c'est son action contre la corruption qui dérange. Idem pour Atlazzo qui devra répondre à 11 questions. D'ailleurs, Atlazzo avait alerté sur les mesures de souveraineté qui restreignaient, d'après eux, la liberté de la presse et de rendre son travail d'investigation impossible. Ce même bureau avait lancé une enquête au mois d'avril contre Peter Maillard, arrivé deuxième aux européennes. Ce bureau est très intrusif, demande des informations très personnelles et il n'est pas possible de faire appel de ses décisions. Espagne, Barcelone lance son offensive contre les locations de courte durée. À Barcelone, le surtourisme insupporte les Barcelonais depuis des années. Les locations courtes de type Airbnb ont vidé les quartiers populaires de leurs habitants au profit de locations meublées. La mairie de Barcelone a annoncé vouloir mettre fin à ce système dans les 5 ans. Le maire socialiste Jaume Collboni s'appuie sur un décret du Parlement catalan qui permet de réguler les appartements meublés touristiques et veut appliquer une tolérance zéro.
Il table sur un retour de 10 000 appartements sur le marché. Mais le décret permet la prolongation des licences touristiques pour 5 ans, si les travaux sont faits, ce qui pourrait repousser le retour sur le marché à 2033. Mais aussi, la faiblesse du dispositif est qu'il ne prend pas en compte un nouveau public qui est venu s'installer avec le Covid, les travailleurs nomades qui peuvent télétravailler et qui profitent de contrats saisonniers entre 1 et 11 mois pour des travailleurs aux revenus très confortables. Les meublés touristiques ne représentent que 0,77% des logements dans la ville et en plus, la grande majorité se trouve dans les quartiers chics, rendant de facto leur accès impossible aux primo-accédants et aux classes populaires. L'argument des propriétaires de ces meublés touristiques pour se défendre de ce décret est que ces locations génèrent beaucoup d'emplois, comme la conciergerie et le ménage. Pologne. Le pays veut renforcer sa défense. Lundi 24 juin, le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré souhaiter se joindre au projet de développement d'avions de chasse franco-allemand, le SCAF, et du projet de chars de combat franco-allemand, le MGCS. Une déclaration qui confirme la dynamique engagée par le gouvernement Tusk de faire revivre le triangle de Weimar. Ces deux projets devraient au mieux voir les premières productions aboutir en 2035, voire 2040, si les gouvernements continuent de poursuivre le projet, malgré les changements de majorité nationale. Aussi, dans une lettre adressée au président du Conseil européen avec les États baltes, la Pologne demande que l'Union protège la frontière orientale avec une réelle ligne de défense le long des frontières communes avec la Russie et la Biélorussie. Ils font référence aux combinaisons d'actions militaires et non militaires, comme la désinformation, les cyberattaques ou encore l'instrumentalisation des flux migratoires. Les diplomates de l'UE ont estimé à environ 2,5 milliards d'euros la construction d'une telle ligne d'infrastructures de défense le long des 700 km de frontières de l'UE avec la Russie et la Biélorussie. Cette demande fait suite aussi à une autre lettre, écrite avec la Grèce cette fois, qui demandait l'équivalent du dôme de fer israélien pour défendre la frontière orientale de l'Union. Danemark. La loi sur la taxation des émissions de CO2 agricoles adoptée. Lundi 24 juin, la coalition gouvernementale s'est mise d'accord pour l'établissement d'une taxe carbone à partir de 2030, dont les agriculteurs qui ont déjà investi dans des technologies permettant de réduire leurs émissions seront exemptés. Le Danemark, très gros exportateur de viande et de produits laitiers, sera donc le premier pays au monde à avoir une taxe carbone sur l'élevage, entre 16 et 100 euros par tonne de CO2 émis. Cette taxation s'appliquera de façon progressive jusqu'à 2035 pour atteindre les 100 euros par tonne. La coalition table sur une réduction des émissions passant de 3,2 millions à 2,4 millions de tonnes. La production devrait baisser entre 5 et 15% et supprimer 2 000 à 8 000 emplois. Un accord que les écologistes trouvent faible, alors que d'autres se préoccupent du pouvoir d'achat des ménages. Même le ministre de l'Agriculture promet que le changement sera à peine perceptible pour les consommateurs. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine et Moldavie. L'Union européenne entame officiellement les négociations d'adhésion. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, les 27 se sont mis d'accord pour débuter les négociations d'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine. Il ne manquait plus que la formalité du vote. Il était nécessaire de passer cette étape avant la prise de présidence du Conseil de l'Union européenne par la Hongrie, qui a montré plusieurs fois son inimitié avec l'Ukraine, notamment sur les dossiers concernant les droits des minorités magyarophones. Voilà qui a été formellement voté mardi 27 juin. Il y aura une conférence intergouvernementale pour chacun des deux pays afin de poser le cadre des négociations. Ce passage d'étape vient récompenser les réformes sur l'état de droit, la liberté de la presse et la lutte contre la corruption. Même si les chapitres doivent être validés à l'unanimité, ce qui pourrait gravement nuire à la progression des deux pays
sur leur route vers l'Union, les États membres envisagent de changer les conditions de vote via une clause passerelle, qui permettrait de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée. Mais cela nécessiterait l'approbation des parlements nationaux. Royaume-Uni, Julian Assange ressort libre. Après 5 ans de détention au Royaume-Uni, précédés de 7 ans dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il avait trouvé refuge contre l'extradition vers les États-Unis, il a finalement été relâché après un accord de plaider coupable avec les autorités américaines. Ciblé par un mandat d'arrêt et d'une demande d'extradition qui faisait suite à Wikileaks, grand déballage de dossiers classés de secret défense, et notamment sur les crimes de guerre américains et britanniques en Afghanistan et en Irak, il avait été placé à l'origine sous liberté surveillée au Royaume-Uni dans le cadre d'une plainte pour agression sexuelle en Suède, accompagnée d'un mandat d'arrêt européen. L'accord de plaider coupable solde les comptes et la justice américaine lui inflige une peine de 62 mois qu'il a déjà purgée. Reporters sans frontières s'inquiète d'un dangereux précédent, puisque ces accords de plaider coupable pourraient potentiellement réduire la liberté de la presse. Géorgie, offensive contre les LGBT et gel du processus d'adhésion. Le rouleau compresseur contre la société civile continue de dérouler son œuvre de destruction des droits et des libertés. Après la loi sur les agents de l'étranger, destinée à réduire la capacité à agir de la société civile et aux journaux indépendants d'effectuer leur travail dans de bonnes conditions, en les obligeant à donner une liste de leurs financeurs, un moyen de les priver de fonds étrangers indispensables à leur activité, jeudi 27 juin, le projet de loi sur la protection des valeurs familiales et des mineurs a été adopté en première lecture. La séance a été boycottée par l'opposition, comme ils le font depuis l'adoption de la loi russe. Cette loi interdit le mariage entre personnes de même sexe, l'adoption par une personne non hétérosexuelle, et je cite, les personnes qui se sentent différentes de leur sexe d'origine, ainsi que les transitions de genre, des traitements hormonaux à la chirurgie de réassignation de genre. Comme la loi sur les agents de l'étranger, c'est un copier-coller du droit russe, de la loi sur, je cite, la propagande LGBT. Un texte qui a abouti en Russie au classement des associations LGBT comme organisations terroristes il y a quelques mois. Certains spécialistes disent même que le rythme d'adoption des textes est inédit et que la Géorgie va bien plus vite que la Russie de Poutine. La société civile n'a pas réellement réagi à l'adoption en première lecture de la loi, déjà très égratignée par les mois de manifestations contre la loi sur les agents de l'étranger, et qui font face à des intimidations grandissantes du pouvoir et de ses relais de terrain. Ils ne veulent pas donner d'arguments supplémentaires au pouvoir de les démanteler, et ils veulent attendre patiemment les élections législatives du 26 octobre, qui seront un vrai enjeu pour l'avenir du pays. Anticipant la montée des LGBT-phobies, la Pride de Tbilissi de cette année a été annulée. Le même jour, les 27 ont décidé d'interrompre le processus d'adhésion à l'Union européenne du pays, considérant que la loi sur les agents de l'étranger était un recul et demandent des clarifications de l'État géorgien sur sa volonté d'adhésion à l'Union européenne. Cette décision doit interrompre jusqu'à nouvel ordre les rencontres de haut niveau UE-Géorgie et geler les aides destinées à la Géorgie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Europe Hebdo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et pour ne rien rater des dernières publications d'Europe Hebdo, il suffit de suivre le podcast sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et pour soutenir activement le podcast, n'hésitez pas à liker les publications, à les commenter et à les partager autour de vous. À bientôt sur Europe Hebdo.